Donc nous sommes réunis pour un débat autour d'un fait précis, hein, c'est l'exclusion des homosexuels vis-à-vis du don du sang. Dans ce débat, mon rôle n'est pas d'apporter des informations particulières, parce que honnêtement vous en avez plus que moi, mais plutôt d'aider la parole à circuler, hein, que chacun s'écoute, puisqu'un débat, c'est pas simplement un moment où on s'exprime, mais c'est aussi un moment où on écoute ce que les gens ont à dire. Alors, je ne fais pas partie des associations organisatrices, hein, elles sont au nombre de 3. Il y a Tous Receveurs, Tous Donneurs, qui est représenté par Elsa, Homo Donneur, représenté par Frédéric, et puis une association qui n'est pas présente, en tout cas par quelqu'un, mais qui a quand même envoyé un document, et qui est Pourquoi s'en priver. C'est bien ça. Voilà, donc je suis mandaté pour introduire et modérer ce débat. Sinon, dans le civil, si vous voulez savoir, je suis prof de français, et donc mon hobby c'est d'animer des débats justement, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à moi. Sans être spécialiste, je sais que cette question de l'exclusion des homosexuels vis-à-vis du don du sang, c'est pas nouveau. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Dès 83, dès le début de l'épidémie de sida, déjà une circulaire excluait les homosexuels du don du sang. Alors depuis, on aurait pu penser que de l'eau avait passé sous les ponts. L'épidémie de sida a changé de forme, hein, c'est plus du tout la même perception qu'autrefois. Les modalités de collecte du sang, de traitement du sang ont changé aussi. Le scandale du sang contaminé étant passé par là. Et pourtant, l'exclusion des homosexuels est toujours là, puisqu'en 2009, une circulaire de Roselyne Bachelot l'a réitérée, hein, l'a prolongée, c'est encore récent. Donc, vis-à-vis de ce fait, il s'agit d'en faire une analyse pour comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé. Et puis pour s'en faire une opinion. Alors le but, c'est pas forcément que tout le monde en sortant d'ici ait la même opinion, mais que chacun, comme militant et comme citoyen, on se fasse son opinion pour mieux orienter son activité militante ou son activité de citoyen, tout simplement, savoir à quoi s'en tenir. Voilà, donc pendant la demi-heure qui vient, je vais donner la parole aux associations organisatrices, qui auront 10 minutes chacune. On commencera par Pourquoi s'en priver, hein, qui fera diffuser c'est quoi, c'est un film, une vidéo. Ensuite, les deux autres associations interviendront, et puis ensuite, il y aura un débat à la tribune, et on terminera par un débat avec la salle. Voilà. Donc, si le programme est clair, on peut lancer la vidéo tout de suite. C'est Pourquoi s'en priver. S'il faut éteindre, ou s'il faut que je me pousse, vous me le dites aussi. Ça va ? Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à m'excuser pour mon absence. En effet, j'avais prévu depuis longtemps maintenant de me rendre à ce débat à vos côtés, et pour des raisons personnelles et indépendantes de ma volonté, j'ai dû y renoncer, et j'en suis, croyez-moi, le premier désolé. Je remercie le collectif Homo Donneur de pouvoir me donner à travers cette vidéo solution de rechange qui nous permet de ne pas mettre en péril tout le débat, de pouvoir m'exprimer et donner donc la position de mon association Pourquoi s'en priver, que j'ai créée en 2008 et qui a donc pour vocation de lutter pour l'ouverture du don du sang aux homosexuels. On agit de différentes manières, souvent à l'occasion de collectes de l'EFS par des tractages pour informer les donneurs et la population en général, puisque beaucoup ignorent toujours cette interdiction. On agit souvent en collaboration avec Homo Donneur ou d'autres associations. D'ailleurs, on a lancé récemment une double pétition en collaboration avec SOS Homophobie et TRTD. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, la signer. Jusqu'au 5 avril, vous avez pour la signer, puisque c'est dans le cadre de l'élection présidentielle, et donc les résultats seront publiés le 5 avril. Vous trouverez tous les détails sur le blog pourquoissanpriver.com. Voilà. Concernant le débat d'aujourd'hui, à savoir cette interdiction, est-ce que c'est de l'homophobie, est-ce que c'est de la discrimination ou du sécuritarisme? Au sein de l'association Pourquoi s'en priver, nous nous accordons à parler de discrimination. Tout simplement parce que la définition du dictionnaire de la discrimination, c'est le fait de distinguer, de traiter différemment, le plus souvent plus mal, quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. C'est exactement ce qui s'applique dans ce cas, puisque
on nous parle, en parlant des homosexuels, de population à risque. Ça ne veut rien dire concrètement. On nous catégorise comme cela, donc, et à partir de cette catégorie de population, on est un groupe à part, et du coup on n'est plus des individus propres. Tout le questionnaire est rédigé, voilà, on a une approche très personnelle en tant qu'individu, et puis arrivé à cette petite dernière question, la surenchère au principe de précaution, là on vous sort de l'individualité et on vous range catégorie de population. C'est pour cela, à mon avis, que c'est un non-sens. Ce terme de discrimination, on peut également l'appliquer pas seulement aux homosexuels, mais aussi aux transfusés ou bien aux personnes ayant vécu dans les années 80 dans les îles britanniques, puisqu'elles sont elles aussi exclues du fait d'une appartenance à une catégorie de population que l'on considère à tort ou à raison plus à risque. Et selon nous, bien sûr, plus à tort. Enfin, ce terme de discrimination, c'est le terme qui est employé par l'EFS, par certains dirigeants de l'EFS, notamment Jacques Hardy, l'ancien président, lorsqu'il s'était prononcé pour l'ouverture du don du sang en 2007. C'est aussi le terme qu'emploie régulièrement le ministre de la Santé, même si il n'a rien fait pendant 6 ans pour changer les choses. À chaque fois que je l'ai questionné sur le sujet, il a bien parlé de discrimination qu'il ne comprend pas, qu'il ne s'explique pas, mais qu'il ne combat pas assez activement. Et puis c'est aussi le terme qu'a employé Dominique Baudis quand il a lui aussi à son tour condamné cette non-ouverture du don du sang. Dominique Baudis, qui est défenseur des droits, c'est aussi le terme qu'il emploie. Donc c'est le terme qui nous paraît le plus approprié. Pourquoi s'en priver? On ne parle pas de sécuritarisme parce qu'on considère que ça n'en est pas. Le premier élément pour justifier cela, c'est que quand on regarde les chiffres de l'Institut de veille sanitaire, on va trouver une catégorie de population, puisque c'est divisé comme ça, hein, dans les enquêtes de l'Institut de veille sanitaire. On détaille la population entre hétérosexuels, homosexuels, usagers de drogue et une autre catégorie qui sont les immigrés d'Afrique subsaharienne. Et cette catégorie, les immigrés d'Afrique subsaharienne, qui peuvent donner leur sang, en effet rien ne leur interdit, et pourtant quand on regarde dans les chiffres de l'Institut de veille sanitaire, le taux de prévalence au VIH qui nous est reproché, à nous les homosexuels, est bien plus élevé dans cette catégorie. Donc si c'était vraiment du sécuritarisme, pourquoi autoriser ces personnes, cette catégorie de population, et pas les homosexuels? Le dernier élément qu'on utilise, c'est le dépistage. Le dépistage, c'est quelque chose qui pourrait très bien illustrer ce manque de sécuritarisme. Tout simplement parce que, là aussi c'est un chiffre, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est un chiffre qui est disponible sur le site de l'Institut de veille sanitaire. C'est un chiffre qu'on trouve dans l'enquête PressGay de 2010. C'est donc leurs enquêtes qui servent de base pour tout leur chiffrage. Ce chiffre, c'est que 87% des homosexuels se sont fait dépister dans l'année qui précédait leur réponse à cette enquête. Et en réalité, plus de la moitié l'ont fait dans les 6 derniers mois. Donc voilà, on le sait très bien, le dépistage c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Le ministère de la Santé publie chaque année un chiffre en collaboration avec AID. Ce chiffre qui est publié le 1er décembre de chaque année, le jour de la lutte mondiale contre le sida. En France, on estime en 2011 que 50 000 personnes seraient séropositives et l'ignoreraient. Si 87% des homosexuels se font dépister régulièrement, dans quelle catégorie de population va-t-on trouver la plus grosse part de ces 50 000 personnes séropositives qui s'ignorent? Par sécuritarisme justement, il serait meilleur de ne pas regarder l'orientation sexuelle, mais bien de regarder chaque donneur en tant qu'individu. Il est là le vrai sécuritarisme.
Enfin, je vais vous dire pourquoi on ne parle pas d'homophobie. L'homophobie, c'est l'expression qui revient le plus souvent, certainement, quand on va à la rencontre des gens lors de nos actions, qu'on les informe sur cette interdiction. Le plus souvent, ils sont choqués, surpris, et donc comme ça concerne les homosexuels, eux-mêmes nous parlent d'homophobie. Nous qui sommes des acteurs engagés, et donc plus informés sur la complexité du problème, considérer simplement et réduire cette question à de l'homophobie, on considère que c'est inexact et caricatural. Alors, inexact et caricatural, pourquoi? Là aussi, je vais m'en rapporter à la définition du mot. La définition, alors, selon Larousse, elle est un petit peu simpliste, cette définition. C'est simplement rejet ou hostilité envers les homosexuels. Dans l'argumentaire que j'ai diffusé auprès du collectif Homo d'honneur, qui est disponible sur Facebook, j'ai employé la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, que je trouve plus complète. Cette définition est la suivante: l'homophobie, c'est l'hostilité explicite ou implicite, mais violente et agressive, envers des individus dont les préférences amoureuses ou sexuelles concernent des individus de même sexe. Au regard de cette définition, on ne peut pas considérer que on peut parler d'homophobie dans cette question de l'interdiction du don du sang. Tout simplement parce que un homophobe ne fait pas la différence entre homosexuel masculin et féminin. Et pourtant cette différence existe dans le don du sang. Seuls les homosexuels masculins sont interdits du don. Et avant 1983, ils pouvaient tout à fait donner. Avant l'affaire du sang contaminé, on ne faisait pas cette distinction. L'homosexualité pourtant dans ces années-là était beaucoup moins visible et beaucoup moins tolérée qu'aujourd'hui, même s'il y a encore de nombreux progrès à faire. Enfin, la HALD et les nombreux organismes qui sont prononcés depuis des années maintenant sur cette question, puisque le premier à s'être prononcé, c'est le Conseil national d'éthique qui s'est prononcé en 2002, aucun de ces organismes n'a jamais qualifié ni cette interdiction, ni les personnes qui la font appliquer d'homophobes. Et on ne peut pas réduire uniquement le débat à cela. Pour terminer, j'aimerais vous dire que on ne considère pas que c'est de l'homophobie, tout simplement parce que les premières victimes de cette interdiction, ce ne sont pas les homosexuels, ce sont les malades. Nous ne nous trompons pas, on peut très bien vivre sans donner son sang. Par contre, quand on en a besoin, on ne peut pas vivre sans en recevoir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pardonnez-moi le petit côté artisanal de mon intervention, du fait de mon absence, et je vous renouvelle mes excuses. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon débat. Si vous avez des questions sur la position de Pourquoi s'en priver, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire du blog pourquoisanspriver.com ou par Facebook via Homo d'honneur ou sur notre page Pourquoi s'en priver. Merci à tous. Merci à lui. S'il n'est pas là, on lui transmettra nos remerciements. Sa position, en tout cas, était argumentée. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là aussi pour répondre aux questions. Alors, on continue le déroulé. Je vais donner la parole à Elsa, donc tous receveurs, tous donneurs, qui a le même temps de parole, c'est-à-dire 10 minutes. D'accord, c'est aussi un montage. Très bien. On y va. Donc bonjour à tous, je suis Elsa, je suis là pour représenter le collectif Tous receveurs, tous donneurs, qui est essentiellement basé à Paris, ce qui explique que je sois la seule à le représenter aujourd'hui sur Toulouse. Juste une rapide présentation du collectif. C'est un collectif qui a été créé en novembre 2011, donc qui est relativement récent, et qui s'est donné plusieurs missions. Sensibiliser le public à l'interdiction, puisque comme l'a dit Cyril, le grand public est généralement complètement ignorant de cette exclusion. Faire de la prévention aussi sur les IST et sur le sida, parce qu'une population qui est mieux consciente du fait qu'elle soit infectée ou non du sida ou d'une autre IST sera plus à même de faire un don du sang qui n'est pas à risque. Faire une campagne pour le don du sang en général, parce que si nous voulons que le don du sang soit ouvert aux hommes ayant eu des relations sexuelles avec les hommes, c'est pour qu'il y ait plus de dons, et donc plus de sang pour les malades. Et donc
in fine, obtenir que les hommes qui ont eu des relations sexuelles avec les hommes puissent donner le sang avec les mêmes critères que le reste de la population. Et pour ça, on travaille donc avec Homo Donneur, avec Pourquoi s'en priver et avec SOS Homophobie. Donc quelques précisions, parce que je vais utiliser plusieurs mots et plusieurs sigles dans ma présentation. Donc d'abord, je vais parler de l'EFS souvent. Donc l'EFS, c'est l'établissement français du sang. C'est le seul organisme qui est habilité donc à collecter le sang avec le centre de transfusion sanguine des armées, pour ce qui est des armées. Et je vais souvent parler aussi des HSH. Donc les HSH, c'est des hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, ce qui est un peu différent des homosexuels masculins, puisque les homosexuels masculins sont en général des HSH. Par contre, on a aussi les bisexuels qui sont des HSH et aussi certains hétérosexuels qui ont eu dans leur jeunesse ou plus tard des relations avec des hommes, qui font aussi partie de cette population qui est exclue du don du sang. Donc, et la définition de l'homophobie, alors ma définition est un peu différente de la définition qui était proposée par Cyril. C'est une définition qui est proposée par SOS Homophobie. C'est toute manifestation avouée ou non de discrimination, d'exclusion ou de violence à l'encontre d'individus, de groupes ou de pratiques homosexuelles ou perçues comme telles au motif de l'homosexualité. Donc c'est selon cette définition-là, nous on parle d'homophobie en ce qui concerne l'exclusion. Donc d'un point de vue factuel également, juste les différentes dates de l'exclusion. Au départ, on a une circulaire en 1983 qui exclut tous les homosexuels, masculins et féminins, qui ont des partenaires multiples, d'accord, homosexuels et bisexuels. Donc là on a les femmes qui sont aussi un peu plus, mais c'est uniquement dans le cas de partenaires multiples. En 2002, on a une modification de cet arrêté, de cette circulaire, et cette modification fait que les femmes ne sont plus exclues du don du sang, mais d'une certaine manière, ça restreint l'interdiction aux hommes, mais ça l'élargit aux hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, même en cas de non-multipartenariat. C'est-à-dire même les hommes qui sont en couple stable depuis des années deviennent population à risque. Et en 2009, donc, il y a Madame Bachelot-Narquin renouvelle l'interdiction sur la base de. Donc la position générale du collectif, c'est que les premières personnes qui sont discriminées, qui sont victimes de l'interdiction, ce sont les malades. Donc c'est pour qu'il y ait plus de sang que nous militons. Et ce n'est pas. Les homosexuels ne sont pas privés d'un droit, comme le droit d'avoir un toit, le droit de manger, des droits humains. Simplement, ils sont donc exclus de la possibilité d'être solidaires au même titre que le reste de la population. Et on pense que cette exclusion est homophobe pour 4 raisons principales, puisque d'abord elle instaure une différence de traitement entre les HSH et les autres personnes. Elle est basée sur une confusion qui est faite entre orientation sexuelle, comportement sexuel et pratique sexuelle. Elle entretient les amalgames et les stéréotypes sur les homosexuels en général, et elle est violente dans son application à l'égard des homosexuels. Donc l'aspect discrimination, par rapport au code pénal, la discrimination, c'est le fait c'est les actes qui sont fondés sur des distinctions opérées entre les personnes physiques à raison de différentes caractéristiques, et notamment de leur orientation sexuelle. Et c'est bien ce que fait cette exclusion, elle fait bien une différence manifeste entre les HSH et le reste de la population, puisque lorsqu'on fait un don du sang, pour les hétérosexuels et les femmes, c'est le comportement qui est analysé et les risques possibles, alors que quand c'est le cas des HSH, ils sont exclus directement et de manière permanente du don du sang sans étudier leur comportement. Donc là, il y a vraiment une différence de traitement, et en plus qui est suivi par un fichage à vie, puisque une fois qu'on est exclu du don du sang parce qu'on est HSH, on l'est pour 90 ans, donc pour toute la durée de sa vie. Donc, cette exclusion est basée sur une définition qui est une définition de population à risque, qui se base selon nous sur une confusion entre orientation sexuelle, comportement sexuel et pratique sexuelle. Parce que les études qui sont faites sur les HSH sont en fait extrapolées à l'ensemble de la population homosexuelle, comme si tous les homosexuels masculins, tous les HSH, avaient les mêmes pratiques, donc les mêmes pratiques à risque. Donc ça témoigne d'une méconnaissance de la population homosexuelle et de ses pratiques. Et pour nous, ça repose sur des stéréotypes justement homophobes, puisqu'on pense que tous les homosexuels auraient le même comportement. Cet amalgame entre orientation sexuelle, comportement sexuel et pratique sexuelle a été dénoncé à 2 reprises au moins par le Conseil national d'éthique en 2002, puisqu'il dit que ce principe de légitime sécurité
peut se transformer en stigmatisation et peut être considéré comme discriminatoire. Et ça a été aussi condamné par la Commission européenne en 2011, puisque elle a dit que l'interdiction va à l'encontre de la Charte européenne des droits fondamentaux, puisqu'elle constitue une discrimination qui est basée sur l'orientation sexuelle. Et pour nous, une discrimination qui est basée sur l'orientation sexuelle, c'est bien l'homophobie. Donc, ces arguments, donc là, c'est les arguments, c'était sur les raisons qui basent donc cette exclusion, mais il y a aussi qu'une fois que cette exclusion existe, les personnes qui doivent défendre cette exclusion, qui n'en sont pas forcément à l'origine, utilisent des arguments qui sont eux aussi stigmatisants. Donc j'avais parlé des études qui ont été faites, notamment les études qui sont souvent citées, c'est des études comme Presse Gay et Préva Gay, qui ont été faites dans des lieux de convivialité gay. Donc c'est un peu comme si on faisait une étude pour savoir s'il y a d'alcoolisme dans la population française en allant dans les bars ou en allant dans les boîtes de nuit. Donc c'est quand même, c'est fondamentalement faux, donc ça stigmatise les homosexuels. Le fait que les HSH sont plus conscients de leur statut sérologique parce qu'ils se font plus dépister n'est généralement pas mentionné. Les chiffres sont parfois exagérés et on assiste aussi à des raisonnements scientifiques qui ne sont pas pertinents pour défendre cette interdiction. Et un argument qu'on entend aussi souvent, c'est que même quand on est dans un couple stable, si le partenaire fait une prise de risque, c'est-à-dire s'il est infidèle, qu'il le fait sans se protéger et que ça a lieu dans la période silencieuse, alors il y a risque. C'est-à-dire qu'en fait on associe en plus l'homosexualité à l'idée de l'infidélité avec prise de risque, ce qui est complètement négligé le fait que c'est une population qui est généralement plus consciente des modes de transmission du VIH. Donc pour nous, tous ces éléments contribuent à imaginer en fait une population homogène qui serait à risque et peu responsable. Et donc ça renforce, selon nous, les stéréotypes homophobes. Et enfin, donc, à part donc, ces différents arguments qui sont quand même généralement construits, on assiste aussi à une libération de la parole homophobe, c'est-à-dire certaines personnes à la marge qui se font condamner par d'autres personnes, mais qui se sentent obligés pour légitimer l'exclusion d'utiliser des arguments qui sont, eux, explicitement homophobes, comme on a pu le voir avec le docteur Callot au début de cette année, donc, qui a tenu des arguments, des propos totalement homophobes pour défendre l'interdiction, et avant aussi par la secrétaire d'État à la santé Nora Berra, qui avait notamment dit que l'homosexualité était un facteur de risque pour le VIH. Donc il y a plein d'exemples, mais ça contribue en fait à ce que les homophobes puissent s'exprimer avec la légitimité de la loi qui est avec eux. Enfin, au niveau du vécu des homosexuels qui sont refusés au don du sang ou qui ne le sont pas, puisque les femmes ne sont pas refusées au don du sang, il y a les personnes qui sont en questionnement, qui sont donc dans une période où c'est très difficile d'assumer son homosexualité et qui, si elles veulent donner leur sang, se font rappeler qu'en fait elles ne peuvent pas et qu'elles sont différentes. Donc on a eu pas mal de témoignages qui disent que c'est des choses qui ont été très mal vécues, même d'ailleurs de la part de femmes qui ne pouvaient pas se faire rejeter du don du sang, mais qui se faisaient rappeler en fait que les homosexuels c'est quand même différent. Les personnes qui sont out, il y en a certains qui décident de donner leur sang malgré tout en mentant. C'est pas quelque chose que nous on soutient, mais ça arrive, on en a entendu pas mal de témoignages. Ce qui veut dire qu'en fait, pour faire acte de solidarité, on est obligé de retourner dans le placard. Donc ça aussi, c'est une violence qui est faite pour les homosexuels. Et enfin, j'ai mentionné que les femmes ne sont plus exclues du don du sang, mais on a entendu des témoignages, et il y a des statistiques aussi, qui disent que certaines lesbiennes et bisexuelles se sont également faites exclure du don du sang, alors que là, les données épidémiologiques ne vont pas du tout dans le sens d'une population à risque. Et ça prouve bien quand même qu'il y a un amalgame qui est fait entre HSH et homosexuels dans leur ensemble. Donc pour nous, ça contribue à des stéréotypes sur l'ensemble de la population homosexuelle. Donc comme conclusion, on n'accuse pas l'EFS d'homophobie, d'accord, puisque l'EFS applique un arrêté qui a été promulgué par l'État et ensuite qui a été appliqué et reconduit en 2009 par l'État. Donc l'EFS ne fait qu'appliquer les règles fixées par l'État. Les ministres font aussi, et d'ailleurs je ne le dis pas là, mais font aussi, ils suivent les études qu'on leur donne. Ils ont peur aussi de se faire accuser de négligence. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont explicitement homophobes. Cependant, c'est l'exclusion en elle-même qui se base sur des arguments homophobes et qui est vecteur d'homophobie en elle-même, puisque c'est une discrimination. Elle est basée sur des stéréotypes homophobes et elle contribue à les diffuser dans l'opinion publique, puisque quelque part,
si la loi dit que les homosexuels sont plus à risque pour le VIH, alors c'est sûrement que c'est vrai, donc ça continue à associer les deux dans l'esprit des gens. Et c'est une violence donc, au quotidien faite aux homosexuels. Donc à ce titre, on considère que c'est une exclusion homophobe. Et je cite juste une remarque qui a été faite par Robert Badinter lors des débats récents sur faut-il lever l'exclusion. Exclure un groupe en raison de son orientation sexuelle, c'est le flétrir. Merci aussi d'avoir bien respecté le temps. C'est exactement les 10 minutes. Et puis, on voit déjà, voilà. Alors, avis au dernier à parler. Mais aussi, il faudra qu'il se tienne à ces 10 minutes. Oui, bien sûr. Et puis, je crois aussi que l'argumentation était intéressante et complémentaire, déjà de la précédente. Voilà, on écoute le troisième association à travers Frédéric, qui s'appelle Homo d'honneur. Donc bonjour à toutes. Oui, non, mais c'est pour la vidéo, vaut mieux que... Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant nous livrer à la présentation du collectif Homo d'honneur sur la vision suivante, qui est l'exclusion des homosexuels au don du sang et du sécuritarisme. Voilà. Mais avant de commencer, je voulais savoir si nous voyons tous les mêmes choses. Ça arrive, ça arrive. C'est celui-là, oui. Non, 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 non. On peut partir. Pas loin, non, non, on rembobine. Oui. Voilà, ce que je vous présente ici, c'est l'escalier des chairs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je l'ai appris il y a peu, donc je ne vais pas le faire par moi non plus. Voilà, l'escalier des chairs, c'est quoi? C'est, si on regarde bien, il y a trois façons de regarder la chose suivante. On peut considérer que la vérité se situe dans cet axe-là, on voit bien que ce bonhomme-là, il descend. On peut considérer que c'est plutôt ce côté ici qu'il faut regarder la chose. Et tout à fait à moi, alors je ne suis pas assez grand pour y arriver, je ne vais pas sauter non plus. Donc on voit qu'il y a une personne qui monte là-bas, bon voilà. Tout ça pourquoi? C'était pour vous amener à la chose suivante, les problèmes de perception de la réalité que chaque individu a. Il y a des choses que l'on voit et on croit surtout que c'est la vérité. C'est pas aussi évident que ça. Nous allons enchaîner avec la diapo suivante. Donc les phénomènes de perception qui interviennent. Premièrement, il y a le point de vue. Point de vue ou angle de vue, c'est pareil. Bon, angle de vue, vous avez compris ce que ça veut dire. Hein. Point de vue, c'est pour le sujet qui nous intéresse, est-ce qu'on se considère comme des donneurs de sang, comme des homosexuels, comme des malades? Le point de vue va être très important sur la perception qu'on va avoir de l'exclusion des homosexuels au don du sang, bien entendu. Deuxième point, les représentations. Si je vous dis le mot travail, chacun de vous, ça va éveiller des choses bien particulières. Chacun de vous, vous allez avoir une définition propre du mot travail, que vous n'avez pas, que vous recherchez, qui vous emmerde, etc., etc. Ce sont les représentations qui conditionnent votre perception de la réalité. Troisième point, l'imprinting. Alors ça, c'est un terme emprunté à Edgar Morin, un des pères fondateurs de la psychosociologie, autant pour moi. On dit les deux, autant pour moi. Donc l'imprinting, c'est tout ce qui est dû à l'expérience de l'individu, son éducation et sa culture, et qui conditionne pour partie la perception, je répète, de la réalité qu'il a. Et dernier point, l'état d'esprit à l'instant T. Alors là, l'exemple qui est tout bête, regardez Roméo et Juliette avec son cher Ethan, avec sa moitié, ou regardez Roméo et Juliette, donc ça je ne fais pas de discrimination, hein, et regardez Roméo et Juliette quand vient de se faire larguer, on n'a pas le même état d'esprit. Bon, je n'ai pas insisté davantage. On enchaîne aussitôt avec les phénomènes de communication. Je n'irai pas plus loin, hein, je n'ai pas le niveau requis pour en parler davantage. Hein. Donc cette citation, c'est plutôt ce paragraphe de Bernard Werber, pour vous expliquer quoi? La difficulté qu'il y a à communiquer entre ce qui est dit, ce qui est entendu et ce qui est compris. Il y a une grosse divergence. Je pense que tout le monde ici a déjà ressenti ce problème. On veut s'exprimer, l'autre n'entend pas ce qu'on dit qu'il comprenne, etc., etc. À ce phénomène-là intervient un autre phénomène. En tout cas, moi, je suis comme ça, je l'assume. Je suis beaucoup plus préoccupé par avoir raison quand j'ai un micro, quand je veux convaincre un public. Je cherche à avoir raison
Et la vérité, honnêtement, existe-t-elle réellement? J'en sais rien, et c'est pas mon but. Voilà. Ceci étant, l'introduction étant faite, maintenant nous allons passer enfin quand même au sécuritarisme. Définition du sécuritarisme. Alors c'est quoi? Le sécuritarisme, c'est la doctrine de la peur, caractérisée par la prise de décision irrationnelle, incohérente et contre-productive. Alors, irrationnelle, incohérente, contre-productive, je vous le garde pour la fin. Non, il rembobine. Voilà. L'important dans le sécuritarisme, le mot qui est central, c'est la doctrine de la peur. Nous y sommes, vous allez me dire. La peur de quoi? De l'homosexuel, bien entendu. Et nous sommes donc bien en face d'une discrimination homophobe. Et donc nous sommes bien en face d'une discrimination homophobe. C'est ce que je veux dire, hein? Question de point de vue. On enchaîne. Les années 80. Les années 80. Une mystérieuse maladie se répand au sein de trois populations, les 3 H, homosexuels, héroïnomanes, haïtiens, et se transmet ensuite rapidement à une 4e population, le 4e H, les hémophiles. Alors cette maladie, on avait du mal à la comprendre au début, on connaissait quasiment rien d'elle, si ce n'est qu'elle se caractérisait par un syndrome d'immunodéficience acquise, le tristement célèbre SIDA, et dont on a observé bien entendu un affaissement du système immunitaire. Alors on ne connaissait rien, on se doutait que c'était un virus, pourquoi? Parce qu'on se rendait compte que par voie sexuelle, il y avait transmission supposée, mais les homosexuels étaient lourdement touchés, et par voie sanguine. Les hémophiles étaient la preuve qu'il y avait une transmission par voie sanguine. Voilà. Donc l'introduction de ce virus-là dans les années 80, début des années 80, a dû modifier d'urgence le système transfusionnel français. Il était important de le faire. Nous allons voir dans la diapositive qui suit les mesures qui ont été au début appropriées, intelligentes, rationnelles, cohérentes, et ensuite nous allons voir comment l'excès de ces mesures que nous on appelle sécuritarisme, et on va y revenir, va avoir perturbé profondément le système transfusionnel français. On peut... Voilà. Historique, premier point, le 21 juin 83 ou 20 juin, j'avoue que bon, on ne va pas chipoter sur la date, sur un jour près, circulaire d'exclusion des HSH, alors je ne reviendrai pas sur le terme, ça a déjà été expliqué. HSH, hémophile, héroïnomane, haïtien, bien sûr, on faisait le complet. Et c'était justifié, en tout cas, le collectif Homo d'honneur estime que, en 83, exclure les homosexuels, héroïnomanes, haïtiens et hémophiles était justifié. On ne connaissait rien, sans même que le principe de précaution existait à cette époque-là, il fallait les exclure. Deuxième point, 1er juillet 1985, premier test HIV à chaque don. Alors c'était le test première génération, ELISA, il avait l'avantage ou l'inconvénient d'être positif au bout de 6 mois. Donc c'est-à-dire qu'après chaque changement de partenaire sexuel, tout hétérosexuel était exclu 6 mois. Alors à cette époque-là, vous aurez pu me dire, et à juste titre, depuis le 1er juillet 1985, les homosexuels, les gens se chassent, bon, je dis homosexuels, vous comprenez, les homos auraient pu redonner leur sang. Ben oui, sauf que, troisième point, nous avons eu les procès au singulier, au pluriel, autant pour moi, de l'affaire dite du sang contaminé. Alors je ne vais pas refaire l'historique des procès, mais en 3 mots, responsable mais pas coupable. Ça, c'est ce qui a marqué profondément les esprits et ce qui a tout modifié le système transfusionnel. Donc, suite à ça, 4e point, le 4 janvier 1993, le législateur prend acte de l'introduction du virus du sida, des dysfonctionnements du système transfusionnel français, et met en application cette loi qui transforme le CNTS en AFS et LFB. J'explique de suite. CNTS, c'était le Centre National de Transfusion Sanguine, dirigé par le célèbre docteur Garetta, qui a fait un business, bon, je caricature, mais il n'y a pas eu que ça. Bon, bref. AFS, LFB. Non, il va plus vite. Non, on reste... Bon, c'est pas grave. L'AFS, LFB. L'AFS, c'était l'Agence française du sang. Alors avant, il faut savoir que le don du sang, en France, c'était régi par un maquis juridique, c'est-à-dire une entreprise pouvait faire le don du sang, une mutuelle pouvait faire le don du sang, une association de médecins faisait le don du sang, les collectivités territoriales faisaient le don du sang. C'était le gros bordel. Pour parler trivialement, il n'y avait aucune cohérence juridique. Donc, le législateur a dit, on arrête les conneries, l'AFS va chapeauter tout ça, va édicter des règles de bonne conduite, et c'était qu'une première étape. Et le LFB,
Alors il ne manque pas un F, c'est le laboratoire français de fractionnement de biotechnologie. Alors ce laboratoire, il a été fait pourquoi? Bon, Garetta, je résume, il avait des stocks de plasma contaminés, il les a libérés sachant qu'ils étaient contaminés. Je fais rapide, je fais bref. On s'est dit, ce qui a été à la source du sang contaminé, de l'affaire, de l'ampleur, ça a été la recherche d'intérêts lucratifs. On a dit, on coupe l'herbe sous le pied à toute recherche de profit dans le système transfusionnel. On crée le LFB, GIP, groupement d'intérêt public. C'est public, pas de souci. On dira plus tard. Ensuite, le 24 janvier 1994, décret relatif à l'hémovigilance. Hémovigilance, c'est sécurité transfusionnelle. Voilà, c'est toutes les règles, tous les tests, comment il faut les faire, les procédures, les protocoles. Bref, on zappe, sinon je vais même pas mettre le chrono en route, comme ça au moins, je ne sais pas combien je suis. Je suis à combien 5 6-7 minutes. Oh, c'est bon, je vais ralentir même. On peut prendre le point suivant. Allô? Voilà. Donc jusqu'à présent, on a vu que l'approche en tout cas du collectif Homo d'honneur, c'est de dire les pouvoirs publics ont bien réagi face à une pandémie qui est arrivée, ils ont bien analysé tous les dysfonctionnements du système transfusionnel, ils ont bien répondu. Mais le mieux étant l'ennemi du bien, ils ont voulu faire mieux, et septembre 1997, exclusion des transfusés du don. Alors, il est vrai que les transfusés ont été contaminés par l'hépatite C. Et donc, il est vrai également que les transfusés ont eux aussi contaminé d'autres transfusés par l'hépatite C. Sauf que, 1997, le test de l'hépatite C, alors j'ai pas fait de recherche, honte à moi, mais le test de l'hépatite C existait. Donc, l'exclusion des transfusés, c'est le principe de précaution. Et j'explique pourquoi ils excluent les transfusés. Tout simplement, c'est théoriquement, si demain une nouvelle maladie fait son irruption, qu'elle se transmet par voie sanguine, les transfusés vont être les premiers à retransmettre plus facilement la maladie. C'est rigoureusement logique leur raisonnement, on ne peut pas le contester. Mais tout le problème, en sécurité sanitaire, c'est est-ce qu'il vaut mieux résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les moyens que l'on connaît, ou vouloir se prémunir de la maladie de demain qui peut-être n'arrivera jamais, et pour lesquelles, en excluant les transfusés au don du sang, qui eux avaient une dette morale avec le don du sang, étaient des donneurs généreux, réguliers, on a fait chuter le nombre de donneurs. Et à la fin, s'il n'y a pas de sang, je vous laisse deviner ensuite. On enchaîne. 1er juillet 1998, la loi du même nom, qui instaure l'EFS et divers contrôles. EFS, ça a été évoqué, je ne vais pas y revenir, sauf que l'EFS, c'est le monopole d'État sur la sécurité, autant pour moi, sur l'activité transfusionnelle. Donc là, à partir de... Bon, déjà, en 1994, ça avait été fait, 93, autant pour moi, l'AFS avait préparé le terrain. Là, l'EFS, en 98, c'est terminé, il n'y a plus aucun business possible. L'EFS étant EPIC, établissement public, industriel et commercial. Même s'il y a des excédents qui sont dégagés, c'est réinvesti au sein de l'EPIC. Il n'y a pas d'actionnaires qui s'enrichissent. Voilà. Et les divers moyens de contrôle, c'est l'AFSAPS, Agence française de sécurité alimentaire, sanitaire et des produits de santé. Merci, je ne me souviens jamais de l'acronyme, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc il y a l'AFSAPS, il y a l'INVS, Institut national de veille sanitaire, tout un tas d'autres systèmes qui contrôlent les autres agences, vous voyez un petit peu, c'est le ministère s'est déresponsabilisé. À l'époque, on était responsable, pas coupable, là maintenant on n'est plus responsable, comme ça, hop, à dégager. Le ministre ne peut plus sauter, puisque ce sont les agences qui sont censées exercer cette responsabilité de contrôle. Je tiens à préciser, sans faire de polémique, mais l'AFSAPS avait pour but d'éviter des affaires telles le Mediator, telles les prothèses PIP. On voit bien qu'en voulant mettre en place un système bureaucratique de contrôle, on a échoué. Point suivant. Octobre 2001, mise en place du DGV. Alors, je suis toujours trop petit, ça fait suite, en 85, on a le premier test de première génération HIV, qui lui détecte les anticorps. Il faut 6 mois. Bon, après, quelques temps plus tard, on a réussi à la faire tomber à 4 mois. Là, avec le DGV, dépistage génomique viral, on va directement à la pêche du virus, des quelques particules virales, et au bout de 15 jours en transfusion sanguine, on détecte une contamination récente. Alors ça, c'est pour le sida, c'est une bonne chose. Sauf que l'hépatite C, il faut 3 mois et demi.
C'est pour ça que l'exclusion des personnes ayant changé de partenaire sexuel, pourquoi on dit sexuel au féminin, moi, sexuel, se fait 4 mois après chaque partenaire. Pourquoi? Si on a une contamination à l'hépatite C, au sida ou d'autres maladies, au bout de 4 mois, l'EFS sera en mesure de le détecter. Voilà. Donc vous allez me dire à nouveau, en 2001, on aurait pu à nouveau réintégrer les homosexuels au don du sang. Mais oui, mais non, c'est pas comme ça. Diapo suivante. Et oui, on continue dans le délire du sécuritarisme. 2003, alors je suis pas sûr de la date, honnêtement, c'est pas vérité d'évangile ce qui est écrit, début des années 2000. Ouais. On a eu la vache folle. Alors évidemment, les Britanniques ont été plus touchés que les Français. Mais nous, en France aussi, on a eu des cas, pour information. Donc, le système transitionnel français a dit, écoutez, d'accord, merci. De toute façon, j'arrive. Je finis ça, je fais un autre paragraphe et c'est fini. Ok, merci. J'avais trop de temps du coup. Donc, le système transitionnel exclut les Britanniques, y compris les végétariens. Ceux qui n'ont jamais bouffé de vache, on les exclut. Le principe de précaution est comme ça. On ne réfléchit pas, on met tout par paquet. On accélère. 28 juillet 2005, alors quand je disais que le sécuritarisme était caractérisé par des décisions irrationnelles, incohérentes et contre-productives, nous avons ici un très bel exemple avec la privatisation du LFB. C'était le laboratoire qui était censé éviter les dérives financières. Il était sous statut public en 94-93. En 2005, parce que les ministres ne s'occupent plus de transfusion sanguine, les intérêts financiers et pharmaceutiques reprennent le dessus, on privatise le LFB. Si avec ça on n'a pas un problème dans quelques années, bon bref, on n'est pas là pour parler du LFB aujourd'hui. On enchaîne, s'il te plaît. Voilà, et là c'est terminé pour ce diapo. Le 12 janvier 2009, arrêté d'exclusion des HSH du don du sang. C'est-à-dire, alors que Roselyne Bachelot avait dit « Je vais ouvrir le don du sang des homos », voilà, c'est fabuleux, « Je vais ouvrir le don du sang des homos », qu'est-ce qu'elle nous fait? L'esthétique pirouette d'une ministre au sabre rose, et donc elle nous fait l'exclusion des homos. Incompréhensible. Donc, maintenant je vous avais parlé, il n'y a pas si longtemps que ça, pour pas que je me perde, de la peur. Alors ce n'est pas la peur des homosexuels qui intervient, ce n'est pas la peur des transfusés, ce n'est pas de l'homophobie, ce n'est pas de la transfusophobie, ce n'est pas de la britannophobie, non, absolument pas. La peur qui intervient, c'est la peur des juges, la peur des médias, la peur de l'opinion publique, la peur de vous. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, mais pourtant vous leur faites peur aux décideurs. Non seulement vous leur faites peur, mais vous-même, nous tous, nous sommes gangrénés par cette peur. Peur de quoi? Peur de son emploi. Peur d'être agressé de la rue. Actuellement, à Toulouse, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est dangereux d'être dans la rue. Peur de choper une maladie. Peur de... Mettez tout ce que vous voulez comme peur. Nous avons tous peur de quelque chose et nous sommes dépendants de cette peur et on demande à nos décideurs de répondre constamment à cette exigence de toujours plus de sécurité. N'ayez pas peur, avait déclaré un pape éclairé de la fin du siècle dernier, au niveau des... Il s'était adressé au peuple sous le joug soviétique. Et quelques années plus tard, un mur, ça fait ça. Nous, le collectif Homo d'honneur, ce qu'on a envie de vous dire, c'est n'ayez plus peur. Plus peur qui ça? Vous, les citoyens lambda. Vous, les responsables scientifiques qui écouteraient forcément cette vidéo, on le sait. Et vous, surtout, les responsables politiques qui allaient faire comme si vous n'êtes au courant de rien de ce qui se passait ici aujourd'hui. Voilà ce qu'on voulait dire, et j'ai presque fini. Non, j'ai pas fini. Donc, le principe de précaution, louable dans son intention, éviter toute dérive sanitaire, sans limite dans son application, est un sécuritarisme qui ne dit pas son nom. Donc, j'ai fini cette fois-ci. Je vous laisse en bonne... Oui, il faut cliquer 2 fois. Voilà. Je vous laisse en compagnie pour les luards. Certains sites banentaires, je préférais luards, chacun son trip. Voilà, et je vous laisse donc dans le même état d'esprit qu'il y a, il y a un quart d'heure. Excusez-moi, j'ai débordé. Merci beaucoup. Voilà.
Voilà, un petit quart d'heure. 14 minutes environ. Alors, ce qui est prévu maintenant, c'est un débat à la tribune, c'est-à-dire que les gens présents peuvent s'interpeller, se questionner. Ça serait dommage que Cyril Chevreau, qui n'est pas là, n'entre pas dans le débat d'une certaine façon. Je crois qu'il ne faut pas hésiter éventuellement à répondre à ce qu'il a dit aussi, même s'il ne peut pas répondre immédiatement et en situation. Oui, on pourra le faire sur le forum, et puis on pourra, à partir de ce qui est dit aujourd'hui, mettre des choses sur le forum ou sur le blog. Donc il faut arriver à le réintégrer d'une certaine façon dans la discussion. Est-ce qu'il y a des remarques de la part de mes deux voisines, donc Elsa et Sabine, sur la position des deux autres? Est-ce que vous avez envie de réagir, de préciser quelque chose? Si vous avez un point de départ, allez-y. Peut-être, mais pas sur le... Je voulais juste dire que d'un point de vue général, le collectif Tous receveurs, tous honneurs, on est plutôt d'accord en fait avec le point de divergence, c'est plutôt le point de l'homophobie, parce que nous on est plutôt d'accord en fait avec le point de vue du sécuritarisme et de la discrimination. On pense juste que la discrimination se fait sur plusieurs points, effectivement, sur les transfusés, sur les Britanniques, sur plein d'éléments qui sont plus ou moins aberrants. Mais donc on a un sécuritarisme, mais quand le sécuritarisme se porte sur l'orientation sexuelle à partir de statistiques qui sont, donc, comme on disait, liées à des stéréotypes, alors on pense qu'il y a de l'homophobie, et on pense aussi que la discrimination, si elle se fait en raison de l'homosexualité, alors c'est de l'homophobie. Donc en fait on est d'accord avec le sécuritarisme et la discrimination, mais on pense que tout ça s'articule autour d'amalgames et de stéréotypes homophobes. Voilà. Si j'ai bien compris votre position, l'homophobie, vous la voyez en amont et en aval de la discrimination. Et vous la voyez en amont parce qu'elle vous paraît un facteur caché, non avoué, mais un facteur antérieur et qui explique la discrimination. Et puis aussi, elle est en aval parce que tant qu'il y a cette discrimination, ça permet de la renforcer là où elle est. Oui, c'est exactement ça. Elle s'inscrit dans des stéréotypes homophobes dont les décideurs n'ont pas forcément conscience, parce que c'est normal qu'effectivement, d'un point de vue sécuritarisme, ils écoutent les chiffres qu'on leur donne aussi. Ce que je pense, c'est que l'origine de cette extrapolation un peu folle des chiffres, je regardais le public en général, Fred, c'était pas toi que je regardais. L'extrapolation un peu folle, qui en fait, ça repose sur justement des stéréotypes un peu voilà, si c'est pas scientifique, c'est parce qu'il y a de l'irrationnel, et dans cet irrationnel, il y a justement les préjugés. Et je voulais juste te dire que d'un point de vue, quand je dis que les chiffres sont exagérés, qu'il y a un raisonnement qui n'est pas scientifique, c'est très extrapolé, je me base notamment sur ce qui est écrit sur le site de l'EFS, même si on ne pense pas donc, que l'EFS en soi est homophobe, et l'EFS défend quand même cette position, est bien obligé puisque doit l'appliquer. Et il y a notamment pour la justification un argumentaire qui est complètement aberrant d'un point de vue scientifique, un enchaînement logique qui manque de lien logique, et en plus des chiffres qui sont complètement incroyables. Donc c'est quand même vraiment que... Quelqu'un disait, il me semble que l'EFS devait appliquer en fait des arrêtés, enfin qu'il était tenu un cadre juridique, oui, ou bien est-ce qu'il est responsable lui-même de cadre et des règles qu'il met en place? L'EFS n'a pas de responsabilité là-dessus. Je pense que, je ne sais pas si tu veux donner ton point de vue là-dessus, mais je pense qu'il obéit effectivement aux décrets, aux arrêtés ministériels, mais que ce n'est pas de son propre chef qu'il a décidé, voilà, nous, dirigeants de l'EFS, nous allons nous prononcer pour l'exclusion des HSH. Effectivement, il l'applique, mais je ne pense pas que ça vienne... je n'ai jamais lu, entendu de déclaration disant que ça venait explicitement d'eux-mêmes. Voilà. Je pense qu'il est effectivement, je connais les chiffres également auxquels tu te réfères, l'argumentaire scientifique, même les chiffres qui sont donnés sont éminemment contestables d'un point de vue scientifique, d'un point de vue statistique et d'interprétation surtout de ces statistiques. Nous, à Homo d'honneur, on choisit, alors là c'est également peut-être une question de point de vue, nous choisissons de dire nous ne remettons même pas en cause vos chiffres, les chiffres que vous avancez, voilà, les homosexuels, les HSH sont tant de fois plus contaminés, allez-y, 200 fois, 2000 fois, comme vous voulez, mais quand bien même il n'y aurait qu'un donneur sain, celui-là, il faut le prélever. Oui, c'est ça. Mais juste pour dire que les chiffres, en plus, c'est-à-dire que sur leur site, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on peut se dire est-ce que les statistiques sont bonnes ou pas, mais globalement, ils parlent par exemple
de 6 hétérosexuels sur 100 000 qui découvrent leur séropositivité dans l'année 2010 et 750 sur 100 000 qui découvrent leur séropositivité chez les homosexuels. Et ils disent donc ça fait 200 fois plus. Donc déjà ils passent de 6 à 750 en multipliant par 200. Ça c'est assez bizarre. Et ils disent donc ça veut dire qu'en une relation sexuelle, vous avez 200 fois plus de chances d'être contaminé. Donc c'est vraiment... Enfin, c'est-à-dire que non seulement le chiffre est bizarre, mais en plus c'est vrai qu'il est appliqué de manière... c'est incroyable qu'on puisse encore écrire des choses comme ça. Oui, et nous les avons interpellés à de nombreuses reprises là-dessus, et manifestement, ça n'est pas la méthode qui marche. Donc, est-ce qu'il ne faut pas se positionner d'un autre point de vue, voilà, écarter... C'est pour ça que nous avons fait le choix, je pense, d'écarter discrimination, d'écarter homophobie, et de se baser, voilà, d'un point de vue scientifique, vous êtes des scientifiques, vous avez normalement le raisonnement, la rigueur, la logique scientifique qui veut que, si nous mettons tous les chiffres à plat, est-ce que ça marche ? C'est pour ça que nous parlons de sécuritarisme et non pas de discrimination, d'homophobie, qui sont peut-être des notions plus difficiles vraiment à cerner. Est-ce qu'on peut dire, quand tu disais ça libère la parole homophobe, est-ce que c'est vraiment un facteur ? Est-ce qu'on a assez de recul en fait là-dessus ? C'est pas facile. Le docteur Callot, tu parlais du docteur Callot, a été sanctionné. Donc on ne peut pas dire que le FS est homophobe, on ne peut pas non plus... Voilà. On dit pas que le FS est homophobe. Non, voilà. Quand même. On peut pas dire, effectivement, on peut pas dire qu'ils sont dans leur intégralité. Voilà, tout le FS a pondu une mesure homophobe et c'est tout. C'était un peu. C'est clairement pas notre propos. Voilà. Donc je ne sais pas en fait si on a à l'heure actuelle. Nous préférons parler de sécuritarisme parce que quand on voit effectivement donc l'historique des mesures. Il est avéré que cet excès de précaution a vraiment montré ses failles, alors qu'il n'est pas encore vraiment évident que ça ait donné un renforcement des préjugés homophobes, renforcement des stéréotypes. Je pense qu'on n'a pas assez de recul là-dessus. Même les études sur l'homophobie, sur toutes les discriminations sont relativement quand même récentes, sont quand même assez fraîches. On n'a pas encore énormément de recul là-dessus pour dire oui, tel comportement, telle parole libère la parole homophobe, renforce les préjugés homophobes. Ça me semble encore très... Oui, mais c'est ça, quand on dit voilà, ça libère la parole homophobe, on peut quand même s'accorder pour dire, même s'il n'y a pas d'études effectivement sur l'homophobie, sur qu'est-ce qui va augmenter l'homophobie et l'AVC, on peut se dire que tant qu'un groupe de personnes est considéré et traité différemment, de quelque manière que ce soit, là on parle du don du sang, on peut parler de plein d'autres choses sur lesquelles les homosexuels ne sont pas traités de la même manière, pour des raisons complètement différentes, juste que tant qu'il y aura un traitement différent en raison de l'orientation sexuelle, ça justifiera d'une certaine manière de la différence de ce groupe et du fait que généralement il est considéré comme inférieur. Donc pour nous, c'est là qu'il y a de l'homophobie. On ne peut pas dire avant, est-ce que le mariage a plus ou moins d'impact, est-ce que le don du sang a plus ou moins d'impact. Pour nous c'est un tout qui fait que tant qu'on considère le groupe dans son ensemble, c'est-à-dire les homosexuels ne sont pas pareils que les hétérosexuels, mais ils sont pareils entre eux, alors pour nous il y a quelque chose qui est aberrant en fait, et qui entretient l'homophobie. Pourtant, ça n'est pas le groupe homosexuel masculin, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, je fais un peu la naïve évidemment. Ce ne sont pas les homosexuels masculins, mais les HSH. Donc c'est pas encore une question d'orientation sexuelle, mais vraiment de comportement ou de pratique. Donc c'est... C'est-à-dire qu'on considère que le comportement, en fait, c'est la relation entre hommes. On ne dit pas une relation multipartenaire, une relation protégée ou non, une pratique qui sera plus ou moins à risque. Je pense que l'opinion publique ne fait pas la différence entre HSH ou homosexualité. C'est encore... mais c'est ça. Oui, c'est ça. L'amalgame est fait régulièrement. Nous sommes là aussi pour essayer de le dépasser, effectivement. Peut-être que ça, c'est en tout cas justement l'homophobie. Oui, c'est ça, le fait que en fait, dans l'opinion publique, même si c'est les HSH, ça reste les homosexuels sont interdits au don du sang. C'est-à-dire qu'en fait, même si la loi n'interdit pas aux homosexuels dans leur ensemble de donner, dans l'opinion publique, les homosexuels n'ont pas le droit de donner. Et puis en plus, on n'est pas sûr que quelqu'un qui va avoir eu une relation sexuelle avec un homme 20 ans auparavant, on va le dire. Ou se considère comme homosexuel. Oui, c'est ça, ou bien, mais on va s'auto-exclure du don du sang, parce que je pense que ça représente quand même une majorité d'homosexuels, le fait que ce soit les HSH, d'homosexuels et de bisexuels. De bisexuels, voilà. Oui, bien sûr. La question est, est-ce qu'un bisexuel ne peut pas donner, par exemple ?
Oui, un bisexuel ne peut pas donner même s'il est dans une relation hétérosexuelle. Alors qu'il ne va pas, Ouais. lui, se considérer comme homosexuel. Donc, est-ce que c'est pas aussi notre rôle à nous, associations, de jouer ce rôle un peu de contre-pouvoir et de bien montrer que, dans un premier temps, de bien faire la différence homosexuel masculin HSH et puis d'expliquer les vraies raisons d'exclusion et pourquoi on pourrait les réhabiliter. Oui, effectivement, je suis d'accord. J'ai juste un deuxième point à dire juste par rapport à ce que disait Cyril avant. Parce que justement, on dit que c'est les HSH. Donc même si on fait la distinction entre homosexuels masculins et HSH, mais enfin, globalement, c'est quand même les homosexuels masculins qui sont les premiers touchés par cette interdiction. Cyril disait l'homophobe et l'homophobie ne fait pas la différence entre les homosexuels masculins et les homosexuels féminins. Et c'est faux. C'est vraiment faux dans ce qu'on voit au quotidien, dans tout ce qui est... C'est-à-dire quand on se positionne du point de vue des associations homosexuelles, il y a une différence de traitement manifeste entre l'homosexualité féminine et l'homosexualité masculine. Je prendrai un seul exemple. Au Royaume-Uni, quand l'homosexualité était punie par la loi, c'était uniquement l'homosexualité masculine, parce que la reine avait dit que l'homosexualité féminine n'existait pas, et que du coup, il n'était pas utile de légiférer dessus. Donc, quand on dit les homosexuels féminines ne sont pas exclus, donc ce n'est pas de l'homophobie, pour moi, c'est un argument qui est assez faible. Est-ce que le fait qu'on traite plus les gens de PD que de Gwyn veut dire qu'il n'y a pas d'homophobie? C'est quand même, pour moi, ça on considère qu'un phénomène n'existe pas, c'est sûr que ça brouille complètement le raisonnement. Oui, on peut considérer aussi que c'est de l'homophobie indirectement, mais c'est autre chose. Ouais. Oui, de la dénégation, c'est peut-être aussi une forme de rejet. D'où le terme lesbophobie existe bien. Donc, oui, récemment. Récemment. Très récemment. Mais au moins, ça amène encore un pas vers la différenciation, vers l'acceptation de la visibilité de l'homosexualité féminine. Alors, c'est aussi un sujet sur lequel il y aurait pas mal à dire, mais voilà. Est-ce qu'un problème sur homophobie, c'est qu'on n'a pas la même définition au départ? Parce que je pense que Cyril s'appuyait sur une définition assez restreinte finalement. Hein. Il voyait les homos comme un groupe, globalement. Il fallait que la réaction soit violente. Enfin, dans sa définition, c'était assez restrictif. Alors que vous, dans votre définition, il y a quelque chose de beaucoup plus large. C'est toute manifestation qui présuppose une différence de traitement. Alors évidemment, on risque d'avoir du mal à se mettre d'accord si on ne définit pas le phénomène de la même façon. Pour tout vous dire, oui, ça dépend de la définition qu'on prend. Quand j'ai vu sa définition, moi je suis allée voir dans mon dictionnaire, et personnellement, dans le Robert de 2007, il n'y a pas d'entrée à homophobie. Il y a juste homophobe, avec une petite remarque qui dure une ligne et qui dit entre parenthèses homophobie. Donc en fait, la définition est quand même très floue, et bon, nous on s'est référé à SOS Homophobie parce que c'est quand même une institution c'est une association très importante dans la lutte contre l'homophobie, et personnellement, et le collectif aussi dans son ensemble, je pense, considère que la parole homophobe, même s'il n'y a pas agression physique par exemple, constitue une manifestation d'homophobie. Donc on restreint pas ça à une agression, et comme je le disais quand même à la fin, il y a quand même un vécu de violence d'un point de vue des homosexuels. Donc on a quand même une violence, mais on pense qu'il y a tout le reste, mais on pense qu'en plus il y a une certaine violence qui est faite à l'égard des homosexuels. On parlait justement de la façon dont le débat était perçu par l'opinion publique. Bon, malheureusement, le peu de gens présents dans cette salle montrent que peut-être que déjà faire une différence entre discrimination et homophobie, alors sécuritarisme c'est peut-être encore autre chose, mais faire une différence entre discrimination et homophobie, c'est peut-être déjà un pas au-dessus, parce que quand on parle d'homophobie, on dit oui, l'homophobie c'est de la discrimination fondamentalement. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore là aussi une définition à creuser, voir si discrimination, homophobie, est-ce qu'on relie forcément les deux termes? Est-ce qu'on peut les dissocier? Ouais, c'est là que Cyril devrait être là, parce que personnellement j'ai toujours du mal à comprendre. Je comprends quand son explication, parce qu'effectivement il y a une discrimination qui est aussi faite vers les transfusés, il y a aussi une discrimination, si on part sur le principe de discrimination, qui n'est pas le vôtre, mais si on parle de la discrimination, il y a une discrimination vers les Britanniques aussi, bon. Et pour nous, la discrimination envers les homosexuels, c'est de l'homophobie. C'est discrimination basée sur l'orientation sexuelle, pour nous, c'est de l'homophobie. Et c'est ça, c'est notre définition, c'est notre perception aussi de la question. On va peut-être solliciter la salle pour entrer dans le débat. J'ai envie d'interpeller un petit peu tout le monde sur l'idée, qu'est-ce que l'opinion publique en perçoit de ça? Parce qu'effectivement, ça me donnait, moi qui ne suis pas familier de ce débat, je ne vous cache pas, j'ai appris beaucoup de choses ce soir, mais j'avais vraiment le sentiment que c'était difficile à faire sortir
des cercles de militants qui ont réfléchi et qui ont défini des termes, et qu'après, comment se comporter, parce qu'un militant, c'est quand même quelqu'un qui essaie de faire progresser une cause dans l'opinion publique, et pas simplement de se voir à quelques-uns dans une table ronde. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces luttes bien intentionnées de militants, elles arrivent à passer dans l'opinion publique, parce que là, actuellement, on est quand même un petit peu bloqué, on a l'impression que les choses n'évoluent pas très vite. Sans que c'était un point également que je voulais aborder, peut-être qu'en focalisant toujours l'exclusion des homosexuels, des HSH, dans uniquement le cercle, on va dire, de l'homophobie, de la discrimination, il y a toujours, je pense, la crainte, enfin en tout cas le risque qu'on nous accuse de faire du lobbyisme. Voilà. On parle, j'ai déjà entendu, j'ai déjà lu, j'ai déjà vu des émissions, on parle du lobby homosexuel, le lobby rose, oui, c'est bien le terme. Attention, peut-être, c'est pour ça que nous avons fait le choix de plutôt nous baser sur le côté scientifique de la chose, de vraiment avancer sur le même terrain. Peut-être que juste se placer sur le côté de la discrimination et de l'homophobie, ce serait alimenter ce côté-là. Alors, peut-être du sécuritarisme à l'envers, c'est-à-dire on échappe au bâton pour se faire battre, mais voilà. Mais, on se positionne aussi sur les arguments scientifiques par rapport à notre argumentation, à part qu'on travaille aussi sur le témoignage d'homosexuels qui se sont fait rejeter, exclure du don du sang, et donc on est sur le point de vue du ressenti d'homophobie ou non, mais c'est vrai qu'on est d'accord sur le point de vue, il faut se baser sur les données scientifiques, parce que c'est les données scientifiques qui, à la base, sont fausses. C'est-à-dire que si c'était de l'homophobie mais que c'était légitime, quelque part, on ne pourrait pas forcément s'y opposer. On pourrait s'opposer en fait aux raisons, mais on ne pourrait pas non plus demander la levée de l'exclusion. Or, nous, ce qu'on dit, c'est que non seulement il y a de l'homophobie, donc ça contribue à un climat et tout ça, mais en plus, c'est complètement invraisemblable et c'est du sécuritarisme poussé à l'extrême. Donc, on veut lever l'interdiction. Donc, c'est vrai qu'il y a les deux parties et on ne peut pas se baser uniquement sur l'homophobie. Et c'est vrai que quand on est dans l'opinion publique, justement, quand on parle dans la rue, la première réaction des gens, c'est de l'homophobie. Mais dans ce cas, ils rejettent complètement l'aspect scientifique. Donc nous, on est contre. C'est pour ça qu'on a quand même une argumentation, on a quand même des raisons de considérer qu'il y a de l'homophobie, mais on ne réduit pas ça à de l'homophobie. Vous voulez pas qu'on reste dans l'affectif? Oui, c'est ça. Il y a une réaction dès le départ du public qui est les pauvres, les homosexuels, on leur fait encore du mal. Enfin, alors que c'est pas la question. La question, c'est que scientifique dans un débat qui risque de rester trop affectif, sinon, effectivement, de donner l'impression que c'est lobby contre lobby. C'est pour ça qu'on travaille avec Homo d'honneur d'ailleurs aussi, parce qu'on est d'accord sur Merci, je vais en profiter, je vais rentrer un petit peu dans l'art à Cyril qui n'est pas là, tant pis, mais un petit peu donc à Elsa. C'est en fait, déjà c'est pour les définitions qui sont utilisées, en fait correspondent absolument pas à la méthodologie d'Homo d'honneur, vu que nous on cherche à changer la loi, donc pour nous aller chercher la définition dans le dictionnaire c'est une erreur de méthodologie, vu que c'est pas le dictionnaire qu'on cherche à changer, mais la loi. Donc la définition de discrimination dans le dictionnaire, c'est tout simplement trier. Donc on peut parler de discrimination pour les élèves du bac, tout simplement. Ils sont triés en fonction de ce qu'on la moyenne ou pas. Donc c'est un exemple extrême, mais c'est tout simplement pour montrer que la définition de discrimination prise dans le dictionnaire, pareil pour l'homophobie, sont pour nous pas pertinentes. Donc il y a ça, il y a le fait aussi, donc la définition d'homophobie que vous utilisez peut aussi être appliquée tout simplement au niveau du don du sang. Ça peut être appliqué à tout un tas de groupes, donc comme Fred l'a dit plus tôt, il y a donc ceux qui sont allés en Angleterre, on pourrait donc parler d'anglophobie ou un truc comme ça, c'est à peu près la même définition. On pourrait parler aussi d'hémophobie pour les hémophiles. Alors que justement, dans ces cas-là, il y a une base scientifique derrière qui explique ou qui n'explique pas que l'interdiction soit là. Donc voilà. Je pense que tu vas vouloir répondre. Je voudrais juste répondre, après on passe au public. Juste répondre. Alors, d'abord, le fait qu'on se soit basé sur des définitions, c'était parce que le débat était sur un débat de termes, en fait, aussi, notamment entre Cyril, donc pour Pourquoi s'en priver, et moi pour Tous receveurs, tous donneurs, puisque entre discrimination et homophobie, la limite est assez floue et assez fine. Pour nous, elle n'existe pas quand ça s'applique aux homosexuels, mais bon. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est allé dans le dictionnaire. Après,
c'est pas notre méthode, on n'a jamais allé chercher cette définition, c'était vraiment pour ce débat que je l'ai utilisé parce que ça me semblait légitime de savoir de quoi je parlais, parce qu'effectivement c'était pas la même définition que Cyril, donc déjà il y a cet aspect-là. Ensuite, oui, la discrimination, c'est juste trier. Généralement dans la discrimination, il y a aussi, dans le mot discrimination, il y a aussi quand même l'idée de traitement défavorable, hein, c'est ce que disait Cyril, donc c'est dans ce sens-là qu'on le dit. Et en plus, pour moi, discriminer un groupe comme les personnes qui sont allées, qui ont vécu au Royaume-Uni ne va pas nécessairement affecter leur vie quotidienne, alors que discriminer des homosexuels qui sont déjà discriminés par d'autres raisons, pour moi, ça s'inscrit dans l'homophobie. Donc c'est pour ça que nous on dit, ça s'inscrit dans un climat d'homophobie. Il y a des raisons homophobes et puis il y a un impact homophobe, et on ne dit pas cette discrimination, cette interdiction constitue en elle-même une homophobie. Ça a l'air dans l'épaisseur du trait, mais pour nous, c'est là qu'il y a la différence. L'exclusion en elle-même, c'est un fait, c'est des arguments scientifiques, donc nous on considère comme non vraisemblables, mais que eux disent scientifiques, mais les raisons en amont et les impacts en aval, c'est là qu'il y a l'homophobie. Donc voilà, donc, pour répondre à ta question. Monsieur avait demandé la parole. Oui, il y avait d'abord Kevin. Oui, non, moi je voulais réagir par rapport à votre interprétation de l'homophobie. Vous avez donné 2 exemples de ce que vous définissiez comme homophobe, enfin dans la libération de la parole homophobe. Autant je suis d'accord pour dire que le docteur Callot a eu des propos totalement douteux, autant je vois pas vraiment en quoi la déclaration de Nora Vera est considérée comme homophobe. C'est pour ça que j'aurais bien aimé que vous m'expliquiez votre interprétation. Peut-être rappeler cette déclaration. La déclaration, c'était l'homosexualité est un facteur de risque pour le VIH. Alors, donc ça veut dire qu'explicitement, pour elle, tout homosexuel est un risque pour le VIH, alors qu'un homosexuel qui ne fait pas de pratique, qui n'a pas de pratique à risque n'est pas à risque pour le VIH. C'est-à-dire que, oui, une pratique homosexuelle à risque a plus de chances, de risque de conduire à une contamination par le VIH, mais une pratique homosexuelle non à risque n'a aucune chance de conduire à une contamination par le VIH. Donc le fait de dire que l'homosexualité est un facteur de risque, pour moi c'est vraiment, pour nous, pour le collectif, c'est vraiment assimiler tous les homosexuels ensemble, c'est pas acceptable. Et en plus, ça a été condamné comme des propos homophobes ensuite. Alors je ne me rappelle plus qui l'a condamné, malheureusement je ne l'ai pas noté, mais ça a été condamné ensuite par plusieurs personnes comme des propos homophobes. C'est pas nous qui disons comme ça. D'accord, mais après... Non, ça a été dénoncé, pardon, excusez-moi. Les termes, moi j'ai tendance à penser, je ne veux pas épiloguer, hein, mais j'ai juste tendance à penser qu'elle employait le terme facteur de risque dans sa définition épidémiologique. Et à partir du moment où il y a une différence de prévalence statistiquement significative, il y avait, même si ça peut dans le grand public poser un souci d'interprétation, la notion de facteur de risque, c'est comme si on disait que la consommation de drogue par voie intraveineuse était un facteur de risque à la contamination VIH sans être héroïnomane ou homophobe. Oui, mais effectivement, la consommation de drogue par intraveineuse peut conduire à la contamination, mais donc dans le cas où les précautions ne sont pas prises, j'imagine, mais ce que je voulais, pour moi, c'est vraiment la distinction entre comportement des homosexuels à risque ou non. C'est-à-dire que, oui, un homosexuel qui a des pratiques à risque, qui a un comportement à risque, est forcément plus à risque. En tout cas, la formule est contestable de toute façon. C'est-à-dire que ça fait vraiment une assimilation entre VIH et homosexualité, c'est-à-dire que c'est vraiment l'image... Une interprétation ou une autre, mais en tout cas, il aurait mieux valu qu'elle dise autre chose. C'est la formulation aussi, mais... Non, mais ça c'est souvent, il y en a plein qui feraient mieux de se taire. Oui, j'aimerais qu'on regarde l'ordre, oui. C'est monsieur qui avait levé le doigt depuis un moment. Ensuite, c'est Maxime. Oui, alors c'était par rapport aux différentes définitions. Voilà, discrimination, homophobie. Alors pour moi, la différence, c'est que la discrimination, c'est vraiment le tri. Il y a une action. Et l'homophobie, une réaction face à un comportement homophobe ou assimilé. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition ? Ouais, je dirais oui, pourquoi pas. À la nuance près, je dirais que discrimination c'est beaucoup plus vaste, là où homophobie c'est uniquement donc sur les homosexuels. L'homophobie peut être discriminante, alors que l'homophobie peut être discriminante, mais la discrimination est beaucoup plus large. Voilà. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que l'exclusion en elle-même est discriminante puisqu'elle fait un tri. Par contre, l'exclusion en elle-même n'est pas strictement
homophobe, mais elle s'inscrit dans l'homophobie parce que l'homophobie c'est plus effectivement la réaction, le climat ou les stéréotypes, plutôt que le fait de trier les gens. Oui, ça s'inscrit dans peut-être. l'homophobie, si je sais pas. C'est ce que nous on dit. Et Après, pour eux, je crois ouais. que c'est pas dissociable de l'homophobie, parce que c'est fortement lié, même s'il le fait lui-même, il n'est pas automatiquement voilà, preuve d'homophobie. et que les personnes qui ont décrété ces circulaires ne sont pas, nous n'accusons pas le gouvernement pour cette exclusion d'homophobie, nous n'accusons pas l'EFS d'homophobie. Pensons que malheureusement, s'il n'y avait aucune homophobie, a priori cette interdiction n'aurait pas lieu d'être. D'accord, merci de l'explicitation. Moi, je pensais plutôt que discrimination, que si vraiment on voulait parler d'homophobie, discrimination vient vraiment renforcer le terme homophobie. Discrimination n'a pris quand même cette connotation péjorative que depuis qu'il y a les lois sur la discrimination, alors qui sont tout à fait fondées, mais au départ, le terme discrimination n'a pas cette connotation vraiment négative. C'est vraiment de l'exclusion, certes, mais on peut parler de discriminant en mathématiques. Il n'y a pas du tout de connotation d'exclusion homophobe ou phobe envers qui que ce soit. En fait. Donc c'est peut-être qu'aussi là le mot n'a l'impact ou la valeur qu'on lui accorde. C'est pour ça que c'est dommage que Cyril encore une fois ne soit pas là, parce que pour moi dire homophobie, dire discrimination tout seul, ça n'a pas de sens en fait. À partir du moment où on va parler d'homophobie, de discrimination homophobe, dire discrimination homophobe ça a un sens, discrimination tout seul, c'est un peu court. Ça n'a... Parce que le mot est trop polysémique en fait. Moi aussi, j'ai regardé le dictionnaire avant de partir. Et en fait, dans le Robert, il y a carrément deux sens pour discrimination. Il y a le sens 1 et le sens 2. Le sens 1 qui est neutre, qui est scientifique, qu'on utilise en mathématiques, en sociologie, et qui consiste simplement à trier. Donc c'est pour reprendre ce que dit Maxime. Mais il donne aussi en sens 2. Et à mon avis, il y a quelque chose d'un peu récent dans l'évolution du Robert, c'est qu'il met sens courant pour le sens 2. Il considère qu'un nouveau sens est devenu, mais sans doute assez récemment, le sens dominant. Et qui est, lui, par contre, clairement, une discrimination porte préjudice à une personne ou un groupe. Donc ce sens est en train, apparemment, dans l'évolution de la langue, ce sens est en train de s'imposer comme le sens le plus courant, c'est-à-dire le plus communément partagé. Et j'ai même regardé un dictionnaire anglais, parce que souvent on est influencé par l'anglais, et c'est encore pire en anglais, parce que vous avez un sens neutre, un sens positif et un sens négatif. Le sens neutre, que j'ai dit, le sens négatif, mais en anglais ça peut vouloir aussi dire discernement, sens de la nuance. Alors c'est carrément une polysémie à 3 là. Voilà, d'où effectivement. Enfin ça c'est encore plus compliqué, discrimination positive, c'est arrivé plus tard. Donc vous voyez que le mot discrimination, effectivement, il a cette polysémie, et plus qu'une polysémie, il a une évolution récente qui fait que, et rapide. Visiblement on est dans une échelle d'une dizaine d'années, qui fait que forcément, comme on a appris la langue il y a plus de 10 ans, on n'a pas forcément la même perception du mot. Une question ? Alors j'ai une question, ça peut paraître un peu débile. Donc lorsqu'on fait le don du sang, automatiquement il y a un dépistage VIH. Ok. Et en fait le problème c'est le temps de latence, et ça c'est les 3 mois, donc on peut faire un don du sang, être contaminé et contaminer d'autres personnes. Ok. Donc ça c'est un principe de précaution en fait, et donc il devrait être appliqué alors à toute la population, alors, puisque toute la population a autant de risques, je sais pas, non ? Alors pour le don du sang, en fait, il y a 2 tests qui sont faits. Donc le premier test, c'est le test ELISA, qui est valide au bout de quelques semaines. Et il y a le test du DGV qui est fait également. En fait, normalement, le test du DGV tout seul suffirait, mais par sécurité, peut-être même par sécuritarisme éventuellement, le FS décide de faire les 2 tests pour vraiment être sûr. Alors il faut voir aussi que les 2 tests n'ayant pas la même période de réaction, c'est quand même relativement... ça a une utilité. Et donc ce qui reste sur la fenêtre sérologique, c'est en fait donc c'est le principe de vous êtes en couple, il n'y a pas de problème, vous donnez votre sang, vous passez l'entretien, vous savez si vous avez trompé votre partenaire ou pas, vous répondez, il n'y a aucun souci, le médecin peut être sûr de ce que vous dites. Par contre, il est possible que votre partenaire, il couche ailleurs, il ramène le sida à la maison et que vous ne soyez pas au courant. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas au courant, que vous donnez, donc vous allez répondre honnêtement au questionnaire, comme moi j'ai donné mercredi, donc j'ai répondu honnêtement. J'ai supposé que ma copine ne me trompait pas, mais je peux me tromper. Voilà, est-ce que le problème c'est que le médecin ne peut pas risquer donc la santé d'un malade
par rapport à ce que moi je pense vis-à-vis de ma copine. Et c'est donc là que l'EFS se rabat sur, je dirais, ce qu'ils ont, c'est-à-dire les chiffres de l'INVS qui disent qu'il y a plus en proportion d'homosexuels masculins contaminés par le VIH que d'hétérosexuels. Voilà, c'est ce qui reste à l'EFS, c'est ce qu'ils utilisent. On appelle la prévalence. Oui. Et c'est là où, pour nous, l'EFS fait une erreur, qui n'est pas justement pas une erreur, qui est une erreur d'interprétation, mais qui n'est pas liée à l'homophobie, mais justement on va réduire le risque. Ils confondent prévalence et incidence. Incidence, c'est-à-dire c'est les nouveaux cas. Et c'est justement quand on a été contaminé qu'on vient de donner, c'est le fait d'avoir été contaminé dans les 15 derniers jours et d'être un nouveau porteur du VIH qui compte. Et donc dans ce cas-là, justement, en termes de prévalence, en termes d'incidence, pardon, 60% des nouveaux contaminés ont été contaminés lors d'un rapport hétérosexuel. Et donc, si réellement il fallait être logique en suivant ce raisonnement-là, oui, on exclurait les hétérosexuels. On n'aurait plus de donneurs. Parce que, en fait, quand on fait une transfusion, enfin, on n'est pas sûr que ce sang-là soit pas contaminé par le VIH. Enfin, parce que si on donne dans le temps de prévalence, comme vous dites, de latence, pardon, excusez-moi. Et donc voilà, dans ce cas-là, on ne ferait plus de dons du sang alors. Enfin... C'est justement, alors là, l'INVS, il leur reste donc, ils ont une estimation, c'est toujours un modèle théorique qui dit, en prélevant uniquement les hétérosexuels, une chance sur 2 440 000 d'avoir un faux négatif, c'est-à-dire qu'une personne est contaminée mais on ne le détecte pas, et si on intègre les homosexuels masculins, on passe à une chance sur 760 000. Alors ça, c'est un modèle théorique. En pratique, donc Italie, Espagne, Portugal prélèvent les homosexuels masculins et il n'y a pas de risque. Et moi, ce que j'en dis un peu en rigolant, c'est qu'on demande régulièrement à l'EFS combien ils ont eu de contaminés chaque année. Et moi, je trouve que c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter, c'est il ne faut pas prononcer le nom, il ne faut pas donner le chiffre, on ne l'a pas parce qu'effectivement, il n'y a probablement pas de contaminés. Et juste une dernière chose, si je peux. Et est-ce que le don du sang, en fait, serait pas un moyen aussi de dépistage et de prise de conscience dans la population homosexuelle ? Enfin, si on avait ce droit, enfin, ce don du sang, si on pouvait le faire librement, justement, ce serait peut-être moins contraignant, peut-être que d'aller dans un centre de dépistage et on ferait plus attention à notre santé parce qu'on sait qu'on donne son sang et donc pour ne pas... Ça, c'est un risque qui est invoqué sur le fait qu'effectivement, ça arrive qu'il y ait des personnes qui donnent comme un test. Mais c'est pour ça que nous, on pense que cette levée d'exclusion doit aller de pair avec une sensibilisation importante sur les IST et sur le sida en particulier. Puisque, effectivement, si on a une population qui a une conscience complète de son statut sérologique, mais c'est valable pour les hétérosexuels et pour les homosexuels, alors on diminue le risque drastiquement. C'est-à-dire qu'en fait, si on ouvrait aux homosexuels et que dans le même temps on faisait un dépistage beaucoup plus important à la population, alors on baisserait le risque de contamination. C'est-à-dire que globalement, il y a une responsabilisation à faire, je pense. Juste, je me permets juste de faire un rappel à, non pas la loi, mais à l'article L 1221-2 du Code de santé publique qui régit les principes éthiques liés au don du sang. Bénévolat, volontariat, anonymat, absence de profit. C'est-à-dire que quand on va donner son sang, on ne le fait pas pour avoir un intérêt quelconque, qu'il soit financier ou autre. Avoir un dépistage, c'est avoir un intérêt. C'est contraire à l'éthique du don du sang. C'est pour ça qu'en tout cas, nous, en donneur, on est très clair. On ne va pas donner son sang pour avoir un test HIV. Si on a pris un risque, il y a les CDAG pour ça. Enfin, Arc-en-Ciel, ici présent, pourra donner des informations à la fin de la réunion. Si on a pris un risque, on va en parler à des spécialistes de ça. Donc, notamment si vous avez malheureusement le risque était vous êtes contaminé, il vaut mieux avoir en face de soi un spécialiste qui va vous répondre, vous orienter, plutôt qu'à l'EFS, ils vont vous dire « Ah, ben monsieur, madame, pépin, vous êtes HIV positif. » Et le suivi derrière n'est pas forcément aussi bien, quoi. Et puis c'est pas leur rôle, après tout. J'accuse l'EFS sur un tas de choses, mais c'est pas à eux à faire de la prévention, du dépistage HIV. Voilà, c'était juste, excusez-moi cette intervention, c'était juste une précision.
En fait, c'est ce qu'on appelle le problème de la compliance. Il y a eu un article qui a été publié récemment. Alors, il a été publié sur YAG, qui héberge le collectif Tous Receveurs, Tous Donneurs. Je pense que Cyril l'a publié sur Pourquoi s'en priver aussi. La compliance, c'est la question, est-ce que les personnes qui remplissent le questionnaire vont mentir ou non? D'accord? Ça, c'est la question. Et en fait, une des raisons qui est invoquée pour faut-il ou non lever l'exclusion, c'est est-ce que, si on lève l'exclusion sur les homosexuels, est-ce que ça va augmenter la compliance? C'est-à-dire que comme on leur fait confiance, ils vont moins mentir, puisque les homosexuels qui donnent leur sang mentent, de fait, puisqu'ils sont obligés, puisqu'ils ne peuvent pas donner leur sang. Donc est-ce qu'ils vont moins mentir ou est-ce qu'ils vont plus mentir? Et ça, on ne peut pas le savoir, d'accord? C'est l'incertitude dans le modèle. On peut quand même penser qu'à partir du moment où c'est ouvert à tous, il y a quand même une responsabilisation, et que de même que les hétérosexuels qui vont donner leur sang le font par acte solidaire et avec une pleine conscience du fait qu'il ne faut pas qu'ils contaminent et donc ils ne le feront pas s'ils ont fait une prise de risque, je pense que les homosexuels feront la même chose. Parce qu'a priori, si on part du principe que les homosexuels se comportent comme les hétérosexuels dans le mensonge ou pas, donc, à moins qu'on considère qu'ils mentent plus, ce serait un peu gênant quand même, la compliance sera la même et donc il n'y aura pas plus de... ça ne devrait pas augmenter le risque. Et au niveau des chiffres, quand même, ça dépend des chiffres. Du coup, j'ai quand même lu plusieurs études. Quand tu dis 1 sur 700 000, dans ce... Pardon ? 1 sur 760 000. 1 sur 760 000. Ça dépend des chiffres. Vraiment, dans cet article qui est très très long, que je reposterai peut-être sur la page Facebook, parce qu'il est intéressant. Selon les études, c'est très très différent, mais il y a certaines études qui disent que, par exemple, l'augmentation serait de 60% du risque de contamination. D'accord, donc au lieu de 1 sur 250 000, 2 500 000, ça serait donc... Nous, les études qu'on utilise, ces études de l'INVS, en fait, c'est ces études officielles faites par l'État, si j'ose dire, c'est celles qu'utilisent l'EFS et l'État pour prendre la décision. Oui, mais c'est intéressant de voir les études. On ne les prend pas, vu qu'elles n'entrent pas en ligne de compte pour la décision de l'État. Oui, mais si on est peut-être un peu... C'est vrai, on est un peu binaire, un peu borné, on prend les mêmes chiffres, les mêmes études que le FS, parce que vu que c'est ce qu'ils regardent, nous on essaye de prendre la même chose pour leur montrer qu'ils ont tort. Oui, ça, il y a deux choses, parce qu'il y a leur montrer qu'ils ont tort sur leurs propres chiffres, et puis on peut aussi leur montrer que les chiffres qu'ils donnent ne sont pas les seuls qui existent. D'ailleurs, il y a deux choses. Non seulement on trouve, nous, qu'il y a une surinterprétation des chiffres, et voilà, mais en plus, les chiffres n'en sont pas les seuls. La France n'est pas toute seule. Il y a eu des études qui ont été faites dans plein d'endroits, donc aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie. Et en fait, c'est intéressant de se baser sur ces chiffres aussi, parce que, a priori, il y a quand même. Non, on peut imaginer que les homosexuels du monde occidental ont quand même. C'est comme les hétérosexuels du monde occidental. Tout le monde a quand même un comportement qui est sensiblement le même, un peu. On a quand même une culture qui est assez similaire. Donc, je pense que les études sont pas inintéressantes. Donc, on peut compléter leurs chiffres par d'autres chiffres, je pense. Sans oublier qu'effectivement, même leurs chiffres sont quand même utilisés d'une manière un peu étrange. Merci. C'est dans ce sens, oui, ça marche. Je ne suis pas sûr que ce soit bien utile de discuter sur ces chiffres, parce que quels que soient les chiffres, il y a quand même, y compris au niveau de l'incidence, et ça c'est quelque chose qui est indiscutable, une surreprésentation des HSH dans la continuation du VIH. Et cette surreprésentation n'apparaît pas uniquement que dans les dépistages effectués, volontaires. Donc c'est vrai qu'il y a une surreprésentation parce qu'il y a une meilleure prise en charge d'une partie de la population gay qui est consciente des risques qu'elle prend, ou parce qu'elle prend des risques après faire un dépistage, y compris avec la connaissance du traitement post-exposition. Mais au niveau de l'incidence et des nouveaux cas, une étude récente de l'année dernière qui a été faite à l'échelle nationale dans les services d'urgence des hôpitaux, où on a pris la population qui fréquente cet hôpital, les hôpitaux, un certain nombre de centres hospitaliers en France, et on a dépisté les gens sans qu'ils soient volontaires, ont montré qu'il y avait quand même 40%, ça rejoint les chiffres que tu as donnés de l'incidence, des personnes qui ont été dépistées positives au VIH et qui sont donc séropositifs et qui sont des HSH. Donc la question c'est de savoir, quels que soient les chiffres utilisés, après pourquoi effectivement on utilise tel chiffre ou tel chiffre, ça je suis d'accord, mais la question il fallait qu'à un moment donné la discussion prenne un aspect technique dans la deuxième partie, parce que je ne suis pas sûr que le plus important c'est de savoir les raisons. Est-ce que c'est de l'homophobie, est-ce que c'est de la discrimination, est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus important? Le plus important, c'est de savoir
sans même utiliser le mot sécuritarisme, quelles sont les conséquences techniques, réelles ou supposées, et c'est là où l'homophobie reprend de son sens et reprend du sens dans le débat. Quelles sont les conséquences quelles seraient les conséquences de la réintégration des HSH dans les circuits transfusionnels aujourd'hui? Bon, je ne vais pas revenir sur les définitions. Cyril, je lui conseillerais plutôt d'abandonner Wikipédia. On sait très bien ce que c'est Wikipédia et de faire du de confiance à SOS homophobie. Je dirais qu'une discrimination qui concerne les homosexuels, c'est forcément l'homosexualité. C'est forcément de l'homophobie. Sachant que les raisons de l'homophobie sont quand même connues, c'est l'hétéropatriarcat, et que donc, de ce point de vue, ça existe, que les pratiques lesbiennes sont moins discriminées, entre guillemets, ou sont jugées moins négativement que les pratiques masculines. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le ressenti de l'homophobie qui est peut-être plus important que dans le fonctionnement aussi du système transfusionnel, à savoir les personnes, effectivement, qui ne répondent pas clairement au questionnaire ou au questionnaire écrit ou au questionnaire oral. Ils ne le font pas, pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et effectivement, nous, à Arc-en-Ciel, on a vivement critiqué les propos du docteur Callou parce qu'on considérait que des personnes qui mènent les questionnaires après le don du sang, et qui ont les représentations dont parlait Frédéric tout à l'heure, ces représentations homophobes dans la tête, ils ne peuvent pas faire avancer dans le bon sens la compliance et faire en sorte que les chiffres qui sont annoncés, hein, aujourd'hui on est à 1 cas potentiel de transmission du VIH, hein, c'est ça, hein, sans qu'on ait la preuve qu'il y ait eu des cas. Mais l'étude montre qu'il y a 1 cas potentiel aujourd'hui, malgré l'exclusion, de transmission du VIH, c'est le fameux risque résiduel. Les études montrent effectivement qu'on passerait de 1 à 1,5 à 3 ou 4 si on réintégrait les homosexuels selon des scénarios. Bon. Ce chiffre, il ne peut être que baissé que si tous, à tous les niveaux, au niveau de l'EFS, à vos niveaux, à vous, collectifs, et au niveau des associations LGBT, on s'implique, comme tu as très bien indiqué dans vos objectifs, dans la lutte contre les IST, contre le VIH, et qu'on incite aussi au dépistage, parce qu'effectivement, on ne doit pas utiliser l'acte de donner son sang pour se faire dépister. Mais il faut effectivement, à partir du moment où on arrivera à convaincre l'EFS, ou plus exactement les décideurs politiques, hein, parce que ce sont eux qui décident, en luttant sur tous les leviers de l'homophobie, à tous les niveaux, à l'EFS, l'homophobie intériorisée, qui parmi les HSH conduisent à des pratiques à risque, et c'est une des raisons pour lesquelles les HSH sont surreprésentés dans l'épidémie du VIH. Pourquoi? Parce que Callot n'a pas tout à fait tort de ce point de vue. La muqueuse anale est un peu plus fragile que la muqueuse vaginale. Et puis aussi, il y a cette homophobie intériorisée, ça il n'en a pas parlé, qui fait que les populations discriminées ont une mauvaise image d'eux-mêmes et qui se mettent plus souvent en situation de risque. Donc, il faut agir sur ces leviers pour inciter au dépistage, pour rétablir un climat de confiance, et c'est exactement ce que ouvre, la possibilité que ouvre le fameux article avec les épidémiologues Pilonel et Semaille, hein, qui ouvre la possibilité de rouvrir le don du sang aux homosexuels, pour que, en jouant sur ce climat de confiance retrouvé, en jouant sur une formation des personnes qui font les questionnaires et qui reçoivent les donneurs de sang, en utilisant tous les leviers, les associations qui luttent contre le VIH, les associations LGBT qui s'impliquent dans le dépistage et dans la lutte, pour que on connaisse et pour que le dépistage soit généralisé, et pour que cet écart de 1 à 1,5 à 3
se resserre au maximum, sachant très bien que sur risque résiduel, il reste, et je m'arrête là, et je vais pas parler 10 minutes, même si j'y suis presque, pour que ce risque résiduel qui reste à prouver, parce qu'on ne peut pas continuer à travailler sur ces hypothèses de risque résiduel et à les accepter comme des preuves, si on n'a pas la preuve absolue que depuis 93 ou 85, dans depuis 2001, si le cas résiduel est de 1 par an potentiel, depuis 11 ans, ça veut dire qu'il y a eu des cas. S'il n'y a pas de cas, ça veut dire que c'est une foutaise, le risque résiduel. Et donc, c'est pas la peine de nous bassiner avec une augmentation de 1 à 3, parce que franchement, le rapport risque-bénéfice, où il est. Et c'est pour ça que sur la pétition que vous avez lancée, c'est très intéressant, même s'il faut se méfier de l'opinion publique, des avis, des représentations. C'est intéressant aussi que vous associez à la pétition les gens qui sont en mesure de recevoir leur sang, puisqu'il y a deux options sur la pétition. Bon, pardon, j'ai été trop long comme d'habitude, moi aussi. On va s'acheminer vers la conclusion de cette réunion. Donc je vais donner si personne dans la salle ne veut plus intervenir, c'est bon? Non? Alors, je vais donner une dernière fois la parole aux deux associations présentes à la tribune, pour savoir si elles ont une dernière chose à ajouter, assez rapidement, s'il vous plaît. Puis ensuite, il y a une déclaration commune qui a été préparée, et on la lira en guise de conclusion. Alors, le travail de militants, tel que nous le menons chez Homo Donneur et dans d'autres associations, est important. Lutter contre les stéréotypes de genre est très important, changer les mentalités est très important. Néanmoins, je pense que sur la question précise du don du sang, il y a deux dimensions. Donc, peut-être, et encore, faudrait-il avoir vraiment des preuves, je veux dire, très, très tangibles, plus que nos ressentis personnels d'une homophobie, même inconsciente de la part des scientifiques. Mais il y a aussi, je pense, la peur de ce fameux risque zéro vers lequel on essaye de tendre toujours plus à l'heure actuelle. On a, même dans la communauté scientifique, il faut de moins en moins de ceci, de moins en moins d'aluminium, de plastique, d'ondes, entre guillemets de poison. Donc, et je pense que cette peur, ce mythe du risque zéro est peut-être à l'heure actuelle dominant dans l'exclusion des HSH plutôt qu'une dimension nettement homophobe affirmée. Voilà, c'est en tout cas la conclusion personnelle que je voulais apporter. J'espère que je ne trahis pas l'esprit du collectif. C'est l'esprit du collectif, c'est pour ça que... C'est pour ça que nous, en tant que collectif Homo Donneur, nous préférons cibler sur le sécuritarisme, qui rejoint certainement ce risque, cette peur du risque zéro, cette recherche du risque zéro, plutôt que vers le côté discrimination homophobe. Voilà, Elsa va elle aussi donner son point de vue. Rapidement, je pense que j'ai dit l'essentiel, donc je voulais juste rappeler que le collectif Tous receveurs, tous donneurs est d'accord sur l'aspect scientifique et sur le fait que c'est sur l'aspect scientifique qu'il faudra répondre aussi, mais comme je l'ai dit, on pense que cette exclusion s'inscrit dans l'homophobie en amont et véhicule de l'homophobie en aval. Je voulais vous remercier pour votre intervention parce que c'était vraiment ça correspond aussi à ce qu'on pense dans l'idée que effectivement le climat homophobe général peut aussi influer sur les réponses données par les homosexuels lors du don du sang, et qu'en fait c'est un travail général. Donc effectivement c'est ce que tu dis, c'est en deux volets. Il y a l'aspect sécurité, et donc effectivement il faut se baser sur des points scientifiques et essayer de lutter contre ce besoin de risque zéro, et en même temps je pense que ça ne peut pas être dissocié d'une question de l'homophobie qui est plus générale mais qui intervient malgré tout dans cette question selon le collectif. Voilà. Quelle que soit la cause, on ne peut pas lutter pour la réintégration sans lutter contre l'homophobie. Quelle que soit la cause. C'est plus le point de vue de collectif Tous receveurs, tous donneurs que Homo Donneur. Voilà.
C'est ça. Le sécuritarisme c'est aussi une phobie, hein, d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup employé le mot peur. Hein. Une phobie, c'est une peur. Hein, donc et puis arriver à trier exactement les phobies entre elles, c'est pas facile. Voilà, je vous propose de lire au nom des organisateurs la déclaration commune, donc, qui apparemment a reçu l'aval des 3 associations, tous receveurs, tous donneurs. Pourquoi s'en priver et au mot d'honneur. Donc voici cette déclaration. Les 3 associations représentées à la tribune reconnaissent leurs divergences d'analyse concernant l'exclusion que subissent les homosexuels quant à la possibilité de donner leur sang. Toutefois, elles souhaitent effectuer la déclaration commune suivante en guise de conclusion à ce débat. Nous militons tous pour la même cause, à savoir répondre aux besoins croissants de la transfusion sanguine en produits sanguins. Nous trouvons injustifié et absurde qu'une part de la population ne soit pas autorisée à participer à cet acte de solidarité. Nous n'avons pas les mêmes points de vue, les mêmes stratégies, les mêmes priorités, mais ceci constitue notre force commune, celle de la complémentarité. Et nous vous invitons par conséquent, toutes et tous, à militer dans l'association de votre choix pour l'intérêt supérieur des malades. Merci à tous. Un tout dernier mot non d'arc-en-ciel. Oui, mais alors vraiment court, parce que Oui, non, mais ça, c'est pas prévu. C'est pas forcément enregistré. Un tout dernier mot non d'arc-en-ciel. Ah, ça risque d'être enregistré. Oui. Ah bon, ben alors... Vous souhaitez le faire un hors... Non, c'est un remerciement. Un remerciement. C'est un remerciement à Homo d'honneur, qui a adhéré à Arc-en-Ciel il y a 2 ans, et qui, au-delà justement de ce que l'on disait tout à l'heure, du ressenti homophobe, et qui, à tort ou à raison, mais bon, à raison, là on n'est pas dans la cause, on est dans le ressenti. Le ressenti homophobe parmi les personnes discriminées est très fort. Et effectivement, c'est quelque chose qui domine souvent, et sans qu'il y ait au-delà de cela une analyse et même une connaissance du système transfusionnel, des raisons et de tous les mécanismes. Et c'est grâce au positionnement d'Homo d'honneur que cette question de l'exclusion a pu aller au-delà du ressenti homophobe, et que les débats que l'on a organisés ont pu amener le vote du conseil d'administration d'Arc-en-Ciel, qui est, à mon sens, la seule association LGBT de France, à ce jour, à avoir voté en faveur de la réintégration des homosexuels dans les mêmes conditions que les autres donneurs. Je crois que c'est la seule. De ce point de vue, je suis très heureux que ce débat soit le premier, d'une certaine façon, au sein de l'Arc-en-Ciel un petit peu, dans ce magnifique lieu qui est l'auditorium de l'espace des diversités et des laïcités. C'est grâce à Homo d'honneur que nous inaugurons cet auditorium. Donc merci de la part d'Arc-en-Ciel.